Eh bien, on va partir directement sur la partie débrief. Comme je vous le disais, eh bien, Ravensburger Lorcana nous a invités au Festival international du jeu pour participer à un tournoi en avant-première du chapitre 7 de Lorcana. Je vous montre notamment, on a reçu des petits boosters évidemment pour la participation et la performance. On était 8 créateurs de contenu sur le stand qui allions donc nous affronter avec des cartes du chapitre 7. Donc c'était un peu une avant-première d'avant-première. On était sur le stand de Lorcana en plein milieu du Fige. Le public pouvait regarder les games et c'était retranscrit sur la chaîne officielle sur Twitch Disney Lorcana FR et ça sera aussi uploadé ensuite en replay sur YouTube. Là on va se concentrer sur mon tournoi, sur mes games, mais si vous voulez voir l'entièreté du tournoi et notamment la finale, eh bien ça se passera directement sur YouTube ou sur Twitch sur les comptes officiels. C'était très sympathique au niveau des créateurs de contenu qui étaient invités. Eh bien, il y avait Rofelos, Marie, Adibou, Tatiana, Victoire, PL, moi. On est à 7. Qui est la huitième personne? Petit quick. Tout simplement petit quick en fait, qui en plus gérait le stand. Donc voilà, donc c'était très sympa, petit comité, quasiment que des personnes qu'on connaissait. Je crois qu'il n'y a que Tatiana que nous n'avions jamais rencontré. Donc on était vraiment un peu entre copains, c'était hyper détente. L'idée, c'était de faire 3 rondes, vu qu'on était 8. À l'issue des 3 rondes, eh bien, il y avait un joueur à 3-0, et 3 joueurs à 2-1, ce qui permettait de faire un top 4 clean, donc un espèce de top cut. Et puis ensuite, on enchaînait sur une demi-finale et une finale. Le gagnant de la finale remportait 12 boosters. Le deuxième et le troisième remportaient 6 boosters, je crois. Non, le deuxième remportait 6 boosters et le troisième et le quatrième remportaient 3 boosters. À chaque fois que l'on gagnait une game, on remportait un booster supplémentaire. Bref, c'était surtout l'occasion de taper le carton, de créer un peu l'événement. Ça a attiré pas mal de monde autour du stand. Vous verrez un petit peu à quoi ressemble le stand quand on ira regarder mes games. Il y avait un peu ce truc, par contre, qui était au début un peu intriguant. Au final, on s'est vite mis, vite mis dans le truc et on a vite fait abstraction de ça. Mais en fait, en gros, le stand était balisé par des espèces de barrières. Nous, on avait le setup de stream avec la table filmée en plein milieu, les tables de jeu qui étaient un petit peu collées aux barrières et l'entièreté du public qui était un peu autour. Et donc, il y avait un peu côté zoo, animal en cage, où tout le monde pouvait regarder un petit peu ce qui se passe de l'autre côté des barrières et en gros pouvait suivre le tournoi en tant que spectateur. Au début, c'était un peu intriguant, puis finalement, après, c'était hyper sympathique parce que ça permettait à tous les passants qui passaient à côté du stand, eh bien, de pouvoir regarder. Tu pouvais regarder les games qui étaient joués près des barrières. Les gens pouvaient échanger, demander une photo ou un autographe, signer une carte, hein, pardon, pas un autographe. On n'est pas des chanteurs ou des comédiens, mais vous avez compris. Voilà, c'était quand même relativement accessible, même si les gens ne pouvaient pas rentrer dans le stand pour qu'on puisse faire le tournoi de la manière la plus fonctionnelle possible. C'était pas du BO3, c'était en BO1, Zift Feeds. L'idée, c'était quand même que ça soit relativement rapide, vu que ça allait déjà prendre toute l'après-midi si on avait fait du BO3, sachant que le scellé est un format qui peut être un peu long à Lorcana. Le BO1 était évidemment de rigueur. Je vais passer maintenant sur la version zénithale et vous présenter eh bien, le pool que j'ai décidé de constituer. Donc on va passer ici, hop là, sur cette scène-là. Ici, j'ai conservé le deck avec lequel j'ai joué. Donc, c'était évidemment du chapitre 7. Ça veut dire qu'on a eu l'occasion eh bien, de découvrir les cartes en avant-première exclusive mondiale. Et ça, c'est super cool. Comment ça fonctionne un scellé d'avant-première? Eh bien, c'est très simple. Vous allez recevoir 6 boosters. Et avec ces 6 boosters, vous allez devoir constituer un deck de 40 cartes. Et puis ensuite, vous allez affronter eh bien, tous les joueurs qui auront fait la même chose que vous. Il n'y a pas de restriction de couleurs ici. Vous pouvez jouer toutes les cartes de toutes les couleurs que vous voulez. L'idée étant surtout de valoriser le fait d'avoir une belle curve, c'est-à-dire beaucoup d'early game, un peu plus de milieu de game, et puis ensuite un peu de cartes de late game, histoire que mécaniquement vous puissiez monter en puissance avec votre deck. Faites attention aussi à ne pas avoir trop de non ancrables. Et petit tips évidemment, eh bien, les cartes objets qui vont du coup générer de la value un petit peu tous les tours pendant toute la game sont hyper importantes parce que vous êtes dans des match-ups qui sont quand même assez lents et assez grindy. Évidemment, on n'a pas la synergie et le power level des decks construits.
Ouais, j'aime à dire un petit peu en scellé que parfois on joue avec notre caca parce que vous allez jouer beaucoup de communes et d'unco qui ne sont pas des cartes hyper puissantes. Donc globalement, le rythme de la partie va être plus lent, ce qui permet donc aux cartes qui coûtent très cher en encre d'être plus jouables que dans les versions compétitives et aux objets qui ont un effet tous les tours d'être hyper rentables. Je vais vous présenter rapidement mon deck. J'ai ouvert un pool plutôt sympathique. Je vais vous montrer, j'ai ouvert 2 légendaires que je ne joue pas. Mais je vous les montre à l'écran parce qu'elles sont belles, déjà. Et parce qu'en plus, ça fait plaisir, ça fait un peu de value. Les 2 légendaires que j'ai ouvertes, c'est celle-là, donc une mini foil. Je peux vous montrer la texture parce que c'est vrai que vous n'avez pas encore vu ces cartes-là. Elles sont vraiment très très belles, encore une fois, avec l'effet de foil sélectif et avec le côté texture un petit peu lisse. C'est vraiment très très réussi. Donc je suis content parce que ça c'est une carte que j'aurais peut-être voulu récupérer en fonction de sa jouabilité en construit. Et surtout j'ai récupéré un Balthazar Picsou qui est une carte que j'aime beaucoup. Donc voilà, au-delà même d'avoir commencé mon tournoi, mon ouverture en termes de value était plutôt bonne. Alors je précise aussi un truc, je suis un joueur de construit. Ce qui, du coup, par opposition, vous laisse penser que je ne suis pas un joueur de limité, ce qui est vrai. J'ai fait beaucoup de limité dans ma vie, notamment sur d'autres TCG, mais depuis que je suis créateur de contenu et en plus depuis que je suis un enthousiaste de plein de TCG, j'ai dû faire des choix et c'est vrai que j'ai totalement abandonné tous les aspects limités de tous les TCG. Moi, je suis un fan de construit, de deck building, de deck méta, de cartes puissantes, de staple. J'apprécie moins le côté limité qui nous oblige, même si c'est hyper stimulant, à bricoler avec ce qu'on va ouvrir. Et donc, c'est vrai que du sceller Lorcana. La dernière fois que j'en ai fait, c'était il y a quasiment un an, c'était en mai au Lorcana Challenge à Lille. Donc j'avais peut-être pas tous les trucs et astuces et les codes de ce qu'on fait, de ce qui fait un bon scellé à Lorcana. J'ai mon expérience TCG quand même et le fait d'avoir une belle lisibilité, une belle compréhension des cartes, qui fait que je vais quand même réussir à assembler un deck fonctionnel, mais c'est pas du tout mon format de prédilection à la base. Je ne fais pas les AP Lorcana initialement, je le précise en amont. 2 légendaires assez décentes des premières infos qu'on a. Ouais. Alors, je pense que Balthazar est quand même meilleur que Mini. La carte me régale pas plus que ça. Alors, on est parti pour mon deck. J'ai évidemment choisi de jouer le plus de cartes en crabe possible, le plus de personnages possible. Attention, c'est bien les objets, mais il ne faut pas trop en avoir parce que le jeu va beaucoup mettre en place une espèce de trade de board. L'idée, ça va être de prendre le board le plus rapidement possible, échanger des ressources avec l'adversaire, et à la fin, c'est celui qui a le plus de ressources qui finit par gagner. On fait rarement une course comme certains decks agressifs peuvent le faire en deck construit. L'idée ici, c'est vraiment de jouer ce qu'on appelle le trade game à fond, quoi. Le Picsou doit être jouable en scellé? Non, parce que son pourcentage de hit est quand même très très faible. En gros, lui, tu regardes le top 4 de ton deck pour révéler un objet. Et pour que le top 4 de ton deck puisse révéler un objet sur 40 cartes, il faudrait au moins 15 objets. Si tu joues 15 objets dans ton deck de 40 cartes, globalement, tu vas perdre la partie. Donc pour avoir un bon hit, franchement, il faut trop d'objets pour que la carte soit jouable. Si on parle seulement de ses stats pures, honnêtement, tous mes drop 4 ont des stats plus intéressantes que ce Balthazar Picsou. Donc voilà, là j'avais une curve à 2. J'ai pris le parti de ne pas jouer de cartes à 1 mana. Pourquoi j'ai pris le parti de ne pas jouer de cartes à 1 mana? Parce que déjà en scellé, il y a très peu d'intérêt d'avoir des alters. Enfin, en tout cas, c'est très rare d'avoir des alters sur des cartes à 1 mana. Si j'avais eu par exemple 2 Lady, dont la Lady à 1 mana et la Lady qui se shift à 3, j'aurais joué la Lady à 1 mana pour cette synergie-là particulièrement. Mais par contre, le fait d'avoir des drop 1 est trop peu impactant en late game. C'est ce qu'on appelle une carte low impact qui devient un top deck exécrable et on est vite au top deck à l'Orcana en scellé. Et les départs très agressifs sont quand même assez rares, notamment dans ce chapitre 7 où des cartes comme Daisy n'existent pas. Donc d'après moi, c'est encore une fois probablement à contredire pour les jeux qui sont plus experts que moi, mais moi mon parti pris ça a été de je ne veux pas de drop 1 dans mon deck, on va commencer la curve à 2. Ça ira très bien. Pour les cartes qui m'ont pas mal servi, on a ces deux-là. Donc la Reine de Cœur ici qui est un 4 pour 2 et qui dès qu'elle est blessée gagne 3 d'attaque. Donc ça permet d'aller prendre des trades hyper facilement. Donc la carte était plutôt intéressante. Et ce Baymax qui est un 3-2 pour 2 ancrable, qui l'or pour 2 et qui arrive en jeu épuisé. Ça pareil quand vous commencez la partie, c'est hyper fort. Ça va permettre de prendre plusieurs trades notamment. Pour le reste, c'est surtout des cartes de curve avec des stats correctes. Ici, on a une 3-2 pour 2 aussi. C'est exactement ce qu'on cherche.
à faire en scellé. Au niveau des drop 3, j'ai choisi de jouer ceux-là. Donc là, j'en ai pas mal. Pareil, ce qu'on veut, c'est des effets puissants, des stats correctes, ou alors beaucoup de lore. Donc là, on avait Lee Chang qui permet d'aller challenger des personnages redressés. Ça peut être hyper puissant. Pour ça, il faut avoir un personnage blessé. C'est très simple de blesser nos personnages. À la différence du construit, où on va chercher à tuer les personnages, on a beaucoup de personnages blessés en scellé, parce qu'on doit passer peut-être par plusieurs attaques et par plusieurs trades pour essayer de conserver le board. Donc c'est une carte qui est meilleure qu'il n'y paraît. Je vais vous mentionner aussi Koda, qui lui est capable de générer 3 de l'or. C'est une carte qui est assez faible parce que en early game, le trade game étant hyper populaire, eh bien Koda avec ses 2 de défense va se faire trade trop facilement. Par contre, en fin de partie, c'est une carte qui est excellente au top deck et qui te permet potentiellement bien de gagner la course. J'ai un Cobra géant qui n'a pas été si utile que ça, mais qui a de super stats à développer rapidement dans la partie. Et la meilleure carte, les 2 meilleures cartes en drop 3 ont largement été Perla. Perla hyper puissant. Perla, c'est une 3-2 pour 3 ancrable qui a l'insaisissable et qui a le soutien. Ça veut dire qu'elle était intradable du fait qu'elle est l'insaisissable. Il fallait que mon adversaire ait un personnage insaisissable pour venir la trader. Et à chaque fois que je prenais un lore, eh bien, je pouvais donner plus 3 d'attaque avec l'effet soutien à une de mes cartes. Et encore une fois, quand je vous dis que le trade game est hyper important dans le jeu, eh ben, je peux vous dire que Perla, ça a été vraiment une des meilleures cartes que j'ai eues dans mon scellé. Si vous ouvrez ça lors de vos AP, jouez Perla, c'est un banger absolu. Et ici, on a Jafar qui est quand même très puissant parce que c'est un 3-2 qui lore pour 2 pour 3 ancrables. Et lorsqu'on joue ce personnage, on donne offensif plus 2 à un autre de nos personnages. Encore une fois, ça participe à mettre en avant le fameux trade game. Au niveau de mes drop 4, rien de bien particulier, je crois. Si. Donc on joue juste des bonnes stats, hein, une 3-4 qui lore pour 2. Je regarde s'il y avait des trucs un peu intéressants. Les Raptous ont été plutôt une bonne carte aussi. Le Yago, hyper fort, 4-6 pour 4, qui leur pour un insaisissable, mais qui a la dissipation. Attention, c'est hyper important, dissipation dans ce set. Dissipation, ça veut dire que lorsqu'un adversaire choisit ce personnage avec une action, tu le bannis. Avec une action seulement, pas avec un effet de carte. Donc c'est très simple, juste de le cibler avec un effet random pour le détruire. Mais en même temps, ses stats sont tellement énormes que ça me semble hyper important. Et on a Pascal qui est hyper fort, hein, qui a un insaisissable qui lore pour 3. Ça permet de rapidement mettre de la pression à l'adversaire et d'empêcher ce fameux trade game si jamais vous avez décidé de lancer des courses. Au niveau de mes drops 5, ils sont pas tous hyper pertinents. Il y en a notamment, on va dire 2 qui ont été meilleurs que les autres. J'ai un Baymax et un Roi Stéphane que j'ai joué pour les stats et la possibilité à hyper rare de hit avec Baymax. On peut trouver un floodbound sur le top 4, mais globalement ça arrive très rarement. Par contre, il a soutien avec 3 de patates, ce qui est franchement ok. Mais par contre, les 2 cartes qui ont été le plus utiles, eh bien, c'est l'ami Sven et les potes Tweedledee et Tweedledoom. Je ne sais pas d'où vient ce nom. Où on a Sven qui est de 6 pour 5 ancrable, charge l'or pour 1, mais lorsque tu le joues, un des personnages adverses a moins 3 d'attaque, ça te permet globalement d'aller prendre un trade favorable hyper facilement. C'est vraiment très très cool, et surtout de prendre très peu de dégâts, parce que tu auras baissé au préalable la force de la carte que tu vas charger. Ça te permet vraiment d'avoir un effet sur le board hyper positif, Sven. Et Tweedledee et Tweedledoom, c'est vraiment très cool parce que lui, quand il est envoyé à l'aventure, tu peux choisir un personnage avec au moins un dégât et le renvoyer dans la main de son propriétaire. Ça te permet notamment de soigner un de tes personnages si tu veux renvoyer un de tes personnages à toi, ou alors de pouvoir renvoyer un personnage adverse et donc gagner de la tempo. Donc vraiment très très cool. Ensuite, sur le late game, eh bien, j'avais 2 drop 6. Une Kaloun qui était franchement naze parce que j'avais pas de quoi l'altérer et j'avais pas de pilote. Donc c'était juste une 5-5 qui leur pour 2 pour 6 ancrable. Ce qui est des stats totalement décents pour être joué en scellé, mais j'avais aucune synergie particulière avec elle. Par contre, Rhino était une carte beaucoup plus intéressante. J'avais très peu de non ancrables, donc j'ai pu me permettre d'en jouer quelques-unes. 5 non ancrables sur mon deck de 40 cartes. Ça revient globalement à avoir 7 ou 8 non ancrables dans un deck à 60, ce qui est donc du coup un ratio hyper bas, ce qui nous permet de faire des sorties hyper fonctionnelles. C'était important pour moi aussi. 4-7 pour 6 non ancrables, or pour 2. Mes autres personnages gagnent plus d'eau de volonté. Pareil, encore une fois, je vous l'ai dit en scellé, le trade game, la prise de board. Quand tout ton board, il a plus d'eau de volonté, c'est toi le boss du board. Ici, cette Elsa qui n'était pas hyper puissante. 5-5, lore pour 2, 7 non ancrables. J'avais pas la capacité de l'altérer. Quand elle est envoyée à l'aventure, tu peux épuiser un personnage adverse. Ça a été quand même utile dans quelques games, donc relativement bonne carte.
Et là, on arrive sur les ports. Eh bien, j'avais donc une Daisy qui est hyper forte parce qu'elle, quand elle part à l'aventure, tu peux bouncer un personnage. En termes de tempo et de course, c'est imbattable. En plus, elle a des très bonnes stats et du très bon lore. Donc Daisy, c'était vraiment le boss monster de mon deck. C'est elle qui vient clore les parties. Et j'avais 2 John Silver qui coûtent 8, mais qui peuvent coûter 2 de moins si jamais j'ai un personnage blessé. C'est hyper simple d'avoir un personnage blessé. Donc c'est un 6-4 pour 6 qui leur pour 2 résistance plus 1. Et quand on joue une action qui n'est pas une chanson, on peut infliger un dégât où on veut. Hyper bonne carte, voilà, qui m'a été aussi utile lors de mes parties. Maintenant, on va passer aux cartes qui ne sont pas des personnages. Donc, vous voyez, j'ai quand même une grosse densité de personnages pour seulement quelques cartes qui n'en sont pas. Encore une fois, comme le jeu veut absolument prendre le board et que vous n'avez pas beaucoup de synergie, c'est hyper important d'avoir des personnages quand vous faites du scellé. Retenez tous les conseils que je vous donne pour faire vos AP de chapitre 7. Ça vous sera évidemment hyper utile. Là, j'ai joué Il se traîne. Il se traîne, c'est un drop 1 qui permet de donner plus 1 pour le reste de ce tour, pour chaque personnage que vous avez en jeu. Et donc, ça permet de choisir un personnage. Vous allez vous dire, ah, c'est trop bien pour aller trade un personnage adverse et tout. Pour 1, tu peux donner plus 2, plus 3 d'attaque. Oui, c'est l'effet de base de la carte et qui va vous permettre évidemment d'aller shutdown un gros personnage. Mais surtout, il y a beaucoup de personnages illusions. Et en fait, l'avantage des personnages illusions, c'est que tu peux les cibler avec n'importe quelle action pour les détruire. Et donc, quand ton adversaire il joue une grosse illusion, tu peux juste dire tiens, je joue Il se traîne sur ton personnage et tu le détruis. Donc, toutes les actions qui ciblent ont de la valeur dans ce scellé de chapitre 7. Pensez-y. Ensuite, j'ai joué des objets. Parce que les objets, comme je vous l'ai dit, c'est de la value tous les tours. C'est un mana sink. Un mana sink, c'est quoi? C'est une carte dans laquelle vous pouvez investir du mana ou alors investir des capacités pour pouvoir avoir une redondance d'effet pendant tous les tours. Et donc petit à petit, ça va grind la partie. Spirale de Saphir, qui n'a pas tout le temps été utile. C'est un très mauvais top deck, mais c'est très fort en début de game. Ça m'a permis notamment d'aller prendre que des trades favorables sur une sortie très agressive, notamment de Marie, qui est le premier adversaire que j'ai affronté. Donc Spirale de Saphir, ça a été fort. Hein. Dès que je ancrais -2 d'attaque à un personnage, je vais le trade, je prends pas de dégâts. Hyper cool. Bâton d'entraînement, ça buff la force, donc c'était plutôt sympa aussi. Dès que tu as un peu de mana à investir, eh bien, tu peux buffer l'attaque d'un de tes personnages. Et ici, Spirale d'Émeraude, qui, pareil, est un objet qui, à chaque fois, me dit qu'à chaque fois que j'ancre dans le tour, je peux donner évasive à un de mes personnages, hyper puissant pour aller challenger les personnages évasifs de l'adversaire, ou alors pour pouvoir l'aurer en toute tranquillité, sans avoir peur de te faire rattraper. Je vous préconise, autant que faire se peut, dans votre scellé, de jouer littéralement tous les items Unco que vous allez ouvrir. Toutes les spirales de quelque chose sont hyper fortes. Parce que tu déclenches leur effet tous les tours, parce que tu veux globalement ancrer quasiment tous les tours, et tous les effets sont bien. Baisser la force, augmenter la force pour le rouge, mettre des dégâts à distance pour le violet, donner évasive. Voilà. Toutes ces cartes-là sont des bangers à ouvrir en scellé. N'hésitez pas à les jouer sans modération. Et enfin, la dernière carte que j'ai ajoutée à mon deck, eh bien, c'est hors service. Pour 7 mana, je choisis un personnage et je le bannis. Ça peut paraître cher par rapport à ce que vous avez l'habitude de jouer en construit, mais en limité. On va très facilement à 7 mana. La plupart du temps, il y a un des deux joueurs qui va stick une énorme bête, un gros personnage que l'autre ne pourra pas gérer. Hors service, ça permet d'invalider ça et de potentiellement s'envoler vers la victoire. Donc plutôt intéressant si vous en avez, jouez-les, c'est pas une mauvaise carte. Voilà, je vous ai fait un petit peu le tour de mon deck, la deck tech de mon pool de scellé. Je pense qu'avec le pool que j'ai ouvert, j'ai fait globalement la meilleure version de deck que j'aurais pu faire. Je suis assez satisfait de mon deck building et de l'analyse des cartes que j'ai pu faire. Globalement, tout ce que j'ai estimé, c'est plutôt produit dans les games, c'est-à-dire que la puissance des objets était cool, les cartes lane game ont été impactantes, ma curve a été bonne, j'ai tout le temps fait des sorties fonctionnelles. Donc sur cet aspect-là du jeu, je suis plutôt satisfait de mon deck. En termes d'ouverture, de chance à l'ouverture, j'ai pas ouvert de staple, on va dire, de cartes immondément puissantes. Je ne sais pas si ça se dit, de cartes hyper fortes. Par contre, j'ai eu pas mal de bons late game, pas mal de bonnes early game. Je suis quand même globalement satisfait de mon pool. Je trouve que j'ai ouvert un bon pool de scellés. Voilà. Genre, si vous ouvrez le même pool que moi, globalement, vous pouvez vous estimer content. C'est un pool qui fonctionne. On va passer maintenant globalement au suivi de mes différentes games. Alors pour ça, j'ai la chance de pouvoir avoir accès aux différents replays.
Voilà. Au niveau du replay, j'ai pas toutes les games parce qu'en fait, les games qui ont été enregistrés étaient seulement les games qui sont passés en table filmée. Moi, je suis passé en table filmée 2 fois, mais il y a aussi 2 autres games sur lesquels je ne suis pas passé en table filmée. Donc, je vais vous faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé dans les games qui n'étaient pas filmés, et ensuite, on va commenter les games qui étaient filmés, histoire eh bien de pouvoir avoir le débriefing. Et si jamais vous voulez avoir les games en direct, eh bien, vous pouvez aller dans le lien que je vous mettrai en description pour aller voir l'entièreté du tournoi, évidemment. Première partie, j'affronte Marie Grandjeu. Marie Grandjeu qui avait une stratégie plutôt offensive, qui a gagné le toss, qui a décidé de commencer. C'est pas toujours bien de commencer en scellé Lorcana. Il faut quand même se rendre compte que, comme le jeu est un vrai jeu d'échange de board, où vous allez tenter de prendre l'avantage, trade les personnages de l'adversaire, lui va essayer de trade les vôtres, et globalement c'est un peu celui qui a le dernier personnage à la fin qui gagne et qui va pouvoir s'envoler pour lancer la course au lore. Eh bien le fait d'avoir une carte de plus parce que vous ne commencez pas, vous permet d'avoir une ressource de plus là où les decks sont rapidement au top deck, et donc ça peut être une stratégie hyper utile que j'ai peut-être compris un peu tard lors de ce scellé, et bien de laisser commencer l'adversaire. Bon là il se trouve que c'est Marie qui a gagné au dé, elle a décidé de commencer. Elle m'a fait un départ plutôt rapide parce qu'elle avait beaucoup d'early game, globalement dans son deck elle n'a pas mis de late game, elle a mis beaucoup de drop 1, drop 2, drop 3, donc elle est montée rapidement à 10, 12, 15 de l'or. Pendant que moi je faisais que trader son board, trader son board, trader son board, mais l'association de cartes comme Spirale de Saphir, donc cette carte là, et le fait que j'ai pu jouer un Baymax très rapidement qui n'a pas été tradé parce que Marie s'est plutôt concentrée sur faire la course, eh bien ça m'a permis d'aller chercher beaucoup de cartes de son board et au bout d'un moment, eh bien de la mettre au top deck, qu'elle n'ait plus de board et que moi j'ai encore des ressources pour pouvoir faire la course. Donc j'ai vraiment adopté une stratégie hyper contrôle. Et mécaniquement, le deck de Marie s'est épuisé parce qu'elle avait moins de late game que moi, qui fait que j'ai gagné cette première game. On a dû jouer une bonne quinzaine de minutes quand même, hein. J'ai mis un peu de temps à stabiliser cette partie, mais ça s'est bien passé pour moi à la fin. Et vraiment, le MVP, ça a été Spirale de Saphir qui a permis à mes personnages de trade tous les siens de manière. Oula, voilà. De trade tous les siens de manière hyper fonctionnelle. Donc là, je suis à 1-0. On a 3 games à jouer. Si je veux faire top 4, il faut forcément que je fasse 2 victoires. Donc je suis plutôt bien parti. Deuxième game, j'affronte Rofelos des joueurs du dimanche. Rofelos, cette fois-ci, c'est moi qui gagne le toss. Je décide de commencer. A posteriori, je pense que c'est une erreur et que j'aurais dû le laisser commencer. Il a à peu près le même style de jeu que moi. Très peu d'early game. Beaucoup de... on va dire début de game, drop 2, drop 3, pas mal de mid-game et surtout du très bon late-game. C'est notamment ce qui fera la différence entre nous à l'issue de cette partie-là. On se trade le board, sauf que évidemment, vu que c'est lui qui n'a pas commencé, il a une carte de plus que moi, ce qui lui permet eh bien, d'avoir peut-être un petit peu plus de value en late game. On s'échange les boards de manière assez fonctionnel. Vu que je suis sur le play, c'est quand même moi qui fais un petit peu la course au lore au début. Et au bout d'un moment, il me joue une carte qui s'appelle Mufasa, donc qui est une carte gris-violette, qui est un alter, mais que tu peux jouer à la main parce qu'il coûte 7 et qu'il est ancrable. Et là, cette carte-là, elle est hyper forte, elle a de la résistance, elle est insaisissable. Et globalement, cette carte-là, sur son board, elle était littéralement indétrônable et j'ai fini par perdre la partie après une stabilisation de Roth tardive mais qui est arrivée à point nommé et ce Mufasa a fait la différence. Donc un partout à ce stade de la compétition. Il va falloir que je gagne ma dernière game pour passer en top 4. GG à Roth qui lui se retrouve à ce moment là à 2-0 je crois et donc lui s'est offert déjà sa place dans le top 4. Je me retrouve pour la troisième game contre le poteau Adibou en table filmée. Et donc cette game-là, plutôt que d'essayer de vous la décrire rapidement, je vais tout simplement la commenter grâce au replay auquel on a accès sur Twitch. Donc avec Adibou, on est tous les deux à un partout. On joue notamment pour la place en top 4. La place en top 4 qui nous permettra d'avoir plus de boosters et surtout d'acquérir la gloire et la fame du top cut. Donc on est parti ici. Je vous montre la fameuse game du top 4.
Là, vous avez un petit visuel d'à quoi ressemblait le stand. Voilà, quand je vous disais un peu le côté cage, vous voyez, vous avez toutes les barrières là, un petit peu à droite, à gauche, toutes les personnes qui pouvaient s'attrouper un petit peu autour. Et là, vous aviez la table filmée, qui était notamment mise en place par Max Hildan, le setup technique de très bonne qualité d'ailleurs. Et donc, c'était à ce moment-là qu'on a été appelé en table filmée avec Adibou pour faire notre game. Je vous lance ici le début du gameplay. Et voilà, donc là, vous voyez qu'il y avait toutes les personnes qui étaient sur les côtés, qui pouvaient nous voir jouer. On voit en arrière-plan ici PL, Victoire et Tatiana qui sont en train de jouer une partie. Donc c'était euh, assez, assez amusant que les gens puissent regarder notre game et en même temps assez déstabilisant parce qu'on se retrouvait avec des dizaines de personnes qui pouvaient regarder par-dessus notre épaule et juger entre guillemets nos plays. Mais en fait, la première game c'était un peu déstabilisant, après on s'y est vite fait. Donc là, je vais avancer jusqu'au début de la game. Et là, on est parti avec le bon Adibou. Je pense que je peux faire du x1.5, histoire de gagner un peu de temps. Le tapis des nouveaux héros est insane. Ouais, il est très cool. Donc vous voyez, moi, j'ai pas de tour 1 à faire. Donc forcément, si j'ai pas de tour 1, je passe juste à l'encre. Et puis ensuite, on est parti. Ok, il joue, il se traîne ici, donc il y a une carte que moi aussi j'ai dans mon deck, qui est une très bonne carte hein, à mettre dans votre scellé, n'hésitez pas. Donc là on va réfléchir, généralement on a beaucoup d'opportunités, en fait c'est plus difficile de prendre les bonnes lignes en début de partie qu'en fin de partie, parce qu'en fin de partie ta main s'amoindrit, alors que là en début de partie tu as plein de drop 2 généralement, et tu sais pas exactement quoi ancrer, quoi jouer, donc c'est les moments qui prennent le plus de temps. Et donc là ici on a la magnifique régie de Max qui affiche les cartes pour votre plus grand plaisir. Même si par contre on fait bouger, je ne sais pas si c'est moi qui fais bouger la table ou pas, j'espère pas. Ok, c'est bon, ça s'est stabilisé. Et donc là on a cette reine de cœur qui va évidemment être la reine du trade game. On a un petit coda ici qui est ancré du côté de Adi et qui me joue un Raja. On m'avait déjà joué ça, notamment Reflos m'a joué un Raja qui est hyper puissant parce que c'est un 3-3 pour 2 mais qui a la dissipation. Donc si on le cible, il sera détruit. Donc là, pour ceux qui veulent aller voir le tournoi en direct pour voir les autres games, il y a un petit plus, c'est qu'en fait, il n'y avait pas de cast ou de commentary. Les micros étaient ouverts, donc vous nous entendiez parler entre joueurs, ce qui parfois amenait certaines situations cocasses, un peu drôles, on essayait de se taunter un peu. Bref, c'était très sympa à suivre en direct aussi, hein, attention. C'est vrai il y avait Baptiste aussi à la régie avec Max. Merci à vous d'ailleurs pour la qualité du truc, c'était hyper cool. Moi je décide de jouer mon Coda, voilà, c'est moi qui ai commencé cette game. J'aurais dû laisser commencer à Dibou, hein, mais ça je m'en suis rendu compte trop tard. Coda qui me permet de eh bien, commencer à mettre une potentielle pression en lore. Là, j'ai le droit d'aller prendre mon lore rapidement avec la reine, parce que comme à la 4 d'endurance, elle se fait pas trade par Raja, je tourne pas autour d'une carte qui aurait le rush, parce que de toute façon, vu que la première carte aurait déclenché des dégâts sur ma reine, elle aurait pris 4 d'attaque, et donc dans tous les cas, j'aurais réussi à trade une des deux cartes que Adibou aurait voulu mettre dans ma reine pour la trade. C'est vrai que la cam bougeait beaucoup. Je sais pas pourquoi la cam bougeait autant, mais peut-être qu'il aurait fallu nous le dire. Ouais, ça doit être accentué par le x2, c'est vrai. Et donc là, Adibou, il décide de donner +3 à son Raja pour venir trade ma reine, et là, c'est un peu la catastrophe. C'est un peu la catastrophe parce que ma reine, elle était censée bien tenir le board, et là, avec ce play-là, Adi se met largement devant. C'est vraiment ce que vous voulez faire en scellé, avoir plus de personnages que votre adversaire. Peut-être que le x2 vous amplifie trop le. Il faut que ça reste quand même assez sympathique. Ce qu'on peut faire, c'est repasser en x1 et moi je peux essayer d'avancer. Tout simplement, ça sera peut-être beaucoup plus digeste, j'imagine. Ah, je comprends, Just Baby. Et encore que tu nous as demandé de te donner le nom des cartes à chaque fois, ce qu'on a essayé de faire, bien sûr. Donc là, je réfléchis. Je décide de prendre du lore ici. Ce qui n'est pas forcément évident. Je ne sais pas pourquoi je prends cette décision-là, parce que ça va demander forcément à Adibou de venir trade mon Coda. Peut-être que j'ai envie justement qu'il vienne trade. Je me dis que ça soit le Raja ou que ça soit le Jafar, c'est plutôt worse. Ok, et là je développe un Yago qui a des stats complètement débiles parce qu'il est 4-6 insaisissable. Donc ça c'est
C'est plutôt très bien. Ouais, c'est ça. Je prends le lore de mon Koda. Ça participe à un plan de jeu un peu agressif. Et ça va permettre de diminuer théoriquement le board de Hadibou. Et je me dis que si ce Koda, il a pris 3 de l'or, mais qu'il emporte un personnage, on sera fine avec ça. Excusez-moi pour les petits bruits. Bon, désolé pour la cam qui bouge, je suis spectateur, je ne savais pas que ça bougeait au moment où je faisais le tournoi. Le Yago est hyper big, mais vous allez voir que là, Hadibou, il me set up un tour, les potos. Il me set up un tour. Mais d'une violence. À ce moment-là, j'ai cru que je perdais la game. Ah, je vous le dis, là, il nous a fait du sale. Je vais passer en x2 quand même, parce que là, hop, là, ça met un peu de temps à se décanter. Donc là, ce qui se passe, c'est que Hadibou, il va chanter une chanson qui permet de donner rempart à un personnage ciblé et de piocher une carte. Ce qui est hyper fort, c'est qu'il peut donner rempart à mes personnages. Ce qui est hyper fort, du coup, c'est qu'il peut cibler mon Yago. Donc ce qui est hyper fort, c'est que du coup, pour gratuit, il a détruit mon Yago et il pioche une carte. C'est débile. Je vais faire ça après, Imouché. Là, je suis chiant, je ne veux pas croire que je suis en train de me faire empaler. Donc forcément, je relis la carte histoire d'être sûr. Et je veux être sûr aussi qu'on peut rempart un personnage adverse, mais effectivement, oui. Allez, Val, fais pas chier, tu te fais détruire sur ce play, c'est pas grave. C'est pas grave, ça va le faire. Tu vas te battre. Faut faire preuve de résilience ici. Mais voilà, le fait, je détruis ton personnage gratuitement, je pioche une carte. Vilain, hyper vilain. Voilà, par contre, la régie, calmez-vous s'il vous plaît. ça va trop vite. Ensuite ici, l'ami Hadibou, il réfléchit. Finalement, les cartes illusion, c'est pas si fort que ça. Bah, ça a des stats de fou, mais c'est hyper fragile. Et là, on a une 3-1 charge qui vient détruire mon Koda, ce qui permet à Hadibou d'avoir un board avec 2 cartes, pendant que moi, mon board est vide. Et je vous l'ai dit, ça c'est très grave dans un Scellé Lorcana, parce que ça lui donne automatiquement l'avantage. Petite erreur ici d'Hadibou, il aurait dû chanter avec son Raja et prendre le lore avec Jafar, ça changeait rien à son tour, mais ça lui permettait de s'octroyer un lore de plus. Ça sera pas déterminant dans cette game, mais il aurait pu optimiser ça, ce qui est évidemment pas bien grave. Il faut se rendre compte qu'on découvrait les cartes aussi, c'était notre 2 ou 3e game de la journée, sur un chapitre qu'on connaît pas. Ne nous en voulez pas pour les erreurs, c'est bien normal. Et là, le Hadi, il réfléchit à quoi ancrer. On va avancer un petit peu. Voilà, il ancre cette carte-là. Et donc là, moi, à mon tour, je vais juste faire 5 mana, Twiddle et Tweedledum. Donc 4-4 qui va me permettre de pouvoir remonter dans ma main un personnage blessé ou dans la main d'Hadibou un personnage blessé quand je vais partir en quête. Vous allez voir que cette carte-là, elle va pas être inutile du tout. Ça me permet, pas de reprendre le board, mais voilà, de poser un truc qui est quand même relativement cool. Plutôt team alter d'ici, même si Val m'a éclaté la tronche. Oh, je t'ai pas éclaté. En plus, pour le coup, tu m'as aiguillé sur certains effets de mes cartes et tout. Non, tu étais très conciliant. J'ai fini par l'emporter, mais ce fut dans la douleur. Ce fut après un âpre combat. Là, Adi, il décide de jouer un truc qui est hyper frustrant, je trouve, comme carte en scellé. C'est un 2-2 qui lore pour 2 pour 4. Mais attention, ce personnage ne peut pas être défié. Donc si tu ne le gères pas, bah tu peux pas le défier. C'est pire qu'évasive. Donc cette carte-là, si vous l'ouvrez, n'hésitez pas à la jouer aussi, parce que c'est une carte qui est hyper fonctionnelle. Donc là, je vais décider ici de renvoyer le Raja de Hadibou dans sa main. Au début, je lui dis, plus que je le cible, ton Raja, il va être détruit de par le fait que c'est une illusion. Sauf qu'après, on se rend compte qu'en fait, non. Il faut cibler avec une action. Tu peux pas cibler avec un effet de carte. Ça ne modifie pas mon play. Je suis quand même très content de renvoyer son Raja dans sa main. Mais n'empêche que je pensais que c'était un peu meilleur que ça. Plutôt que de le renvoyer dans la main, je pensais la détruire.
Et là, en plus, c'est hyper worse pour moi de partir à l'aventure parce qu'avec mes 4 de stats, si jamais Adi veut gérer mon personnage, il doit mettre à la fois Blanche-Neige et Jafar dedans. Donc là, je reprends le board automatiquement ici avec ce coup de Tweedle. Et là, je joue. Aïe, 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 aïe. Je ne sais même plus comment il s'appelle. Le Rhino, qui est une 4-7 pour 2, qui va permettre de donner plein de volonté à mon personnage. Ce qui fait que maintenant, mon Tweedle et Tweedleum, je sais pas comment il s'appelle, gagne 2 de volonté. Donc il est 4-6. Il n'est plus tradable par le board de Adibou. Et là, je viens de switch la tempo, de turn the corner, comme on dit. Là où Adibou m'avait détruit 2 tours plus tôt, et là, je reprends l'avantage. Et c'est énormément ça. L'Orcana, c'est souvent en tout cas l'Orcana en scellé, c'est souvent un va-et-vient entre le joueur qui défend, le joueur qui agresse, et il y a pas mal de mécaniques de comeback qui rendent finalement les games assez intéressantes, quoi. Il n'y a pas l'idée d'un sort qui fizzle dans l'Orcana, j'y connais rien. Je ne sais pas s'il y a des mécaniques de fizzle, mais je crois pas qu'en tout cas les illusions fassent fizzle le sort, comme c'est le cas dans Flesh and Blood par exemple. Et en plus là, sur le fait de donner rempart à mon personnage, c'est d'abord piocher, point, puis ensuite donner rempart. Donc dans tous les cas, entre guillemets, le fait de piocher n'est pas corrélé à la résolution du sort. Donc là, il joue juste Vaiana et Elga Sinclair, qui sont des bonnes cartes de board. Elga Sinclair, ça permet de prendre des trades parce que c'est offensif. Et Vaiana, ça permet, quand on part à l'aventure, et en plus elle est insaisissable, de buffer un autre personnage. Donc très très fort. Et donc là, je me dis, ok, je venais de prendre l'avantage avec mon Rhino et avec ce Tweedle. Et en même temps, là, il vient de me reposer un board qui est quand même assez gros, qui trade plutôt bien, et qui fait que si j'engage mon Rhino, il va pouvoir le trade assez facilement. Donc il faut que je réfléchisse. Thinking, comme on dit. On va avancer un petit peu. Et donc je décide ici de faire un truc qui est peut-être pas hyper compréhensible pour les gens à ce moment-là de la partie. Nous, on est dans notre game, on est un peu tunnel. Et je me dis, j'ai quand même pas mal d'avantages en lore. Voilà, vous voyez pas forcément le lore de Hadi, mais il a pas beaucoup de lore. Moi, je suis quand même à 10 de lore. Et donc je me dis que c'est peut-être intéressant pour moi juste de... Ok, démerde-toi, viens prendre tes trades, c'est pas grave, viens empaler tes personnages, même si tu chopes le Rhino, tu pourras pas tout choper comme tu veux. Moi, je développe mon Kaloun et je continue à avancer vers mon lore. Et c'est là un peu la formule offensive que je décide de prendre maintenant. Ça aurait pu me péter à la gueule. On va voir que le tour d'Adibou aura pas été le tour le plus optimisé et donc du coup il me punit pas. Mais je pense que c'est une décision un petit peu anticipée que j'aurais probablement pas dû prendre. Ce qui me pousse à réagir à ce point-là, c'est la Blanche-Neige de Adibou qui va pouvoir, si on reste dans un gameplay de trade game très attentiste, eh bien finir par l'emporter parce que elle, je ne pourrais pas la gérer. Et donc ça me pousse moi à réagir et à me positionner comme le joueur offensif, là où je pense que si cette Blanche-Neige n'était pas sur le board, j'aurais pas opté pour cette formule-là. Voilà. Mais je laisse l'opportunité là à Dibou de faire du grabuge sur mon board, hein. Déjà, il prend son 2 de l'or avec sa Blanche-Neige, et c'était vraiment ça ma problématique dans cette game en fait. Je ne peux plus être le joueur contrôle parce que je ne contrôle pas les effets de cette Blanche-Neige. Donc il faut que j'essaye de clore cette game avant que Blanche-Neige ne le fasse. Ça a été une game serrée, hein. Franchement, Adibou, il m'a fait des vraies sorties là sur son scellé. Donc là, avec Vaiana, en l'engageant, il va pouvoir donner de l'attaque. Cette attaque va pouvoir en profiter pour aller tuer des personnages. Il aurait pu faire un meilleur play qui permettait à la fois de gérer Tweedle et à la fois de gérer Lorino. Mais je crois qu'il va se tromper dans son tour. Ce qui peut arriver, hein, les boards ne sont pas hyper lisibles. On découvre les cartes, donc il y a probablement mieux à faire. Et donc là, avec le chat du Cheshire, ça permet de rajouter 2 dégâts à un personnage qui est déjà blessé. Et là, la problématique ici,
c'est qu'en fait, il décide de rajouter 2 dégâts sur mon 4-4 qui avait 2 de volonté de plus grâce à mon Rhino pour le détruire. Alors qu'en fait, il aurait pu se concentrer plutôt sur le fait d'attaquer le dino. Seulement mettre 4 dégâts sur mon Tweedle et Tweedledum. Et si jamais le Rhino meurt, de par le fait que mon Tweedle et Tweedledum n'aient plus la volonté de plus 2, eh bien ils seraient morts par les effets de règle parce que leur volonté aurait été à 0. Et donc là, en gros, il va se trouver que dans ce tour-là, plutôt que de gérer mes 2 cartes, Adibou va n'en gérer qu'une seule. Et c'est ce qui va, en tout cas, me donner un avantage certain, là où ce tour aurait pu quand même un peu rééquilibrer les choses, quoi. Parce que là, maintenant, Elga, malheureusement, elle tape à 6. Et en fait, si vous avez compris ce qui s'est passé, eh bien, il aurait pu taper à 6 avec Elga, mettre les 2 dégâts du chat de Cheshire sur le Rhino, ce qui aurait tué le Rhino, et donc ensuite mettre sa Vaiana 4-4 dans ma 4-4, et donc du coup, il aurait solutionné mon board entièrement. Enfin, non, il aurait resté Kaloun, hein. Je crois pas que ça modifie la dynamique de la game à un point aussi impactant que ce à quoi vous pouvez vous attendre, mais ça change quand même pas mal de choses. Et là, Adi il le sait. Il le sait qu'il n'a pas designé son tour de la meilleure des manières. Encore une fois, attention, c'est pas facile à faire. Là, je peux soigner de 2 mon Rhino, donc en plus, il a un peu puni ici et lui donner résiste 1 jusqu'à la fin du prochain tour, ce qui me permet en plus là de continuer à monter en lore. On passe à 14, je lui propose létal sur le board parce que 14 plus les 6 présents, si je détape avec mon board, eh bien, ça sera le létal ici. Et en plus de ça, je viens vraiment appuyer et enfoncer le clou avec un magnifique Pascal qui lui a 3 de lore, donc ça veut dire que ici, Adibou doit absolument trade 2 cartes de mon board et la course avec Blanche-Neige ne lui permet plus de l'emporter ici. Donc ça a été un peu clutch, le fait de pas détruire le Rhino. Et en même temps, quand tu vois ce que je développe derrière avec ce Pascal et que j'ai l'avantage au lore, je pense que ça ne changeait pas l'issue de cette game. Mais parfois, voilà, un manque d'optimisation, ça peut arriver et ça peut coûter cher. Donc là, Adibou réfléchit. Je crois qu'il comprend que malheureusement, il n'a plus d'issue favorable pour lui. Et donc, on échange des petits mots d'amour, quoi. Évidemment, il me laisse aller. Il me rend la main pour passer à mon tour. J'engage tout mon board sur la droite. Et c'est la victoire. Donc, du coup, je fais 2 victoires et 1 défaite, ce qui me permet de me qualifier en top 4. On s'est bien marré avec Adibou, le bro, hein. Merci à lui pour cette game, c'était hyper cool. Il m'a fait quand même un tour hyper violent avec le rempart qui détruit mon Yago. Into, je développe l'arène et tout. C'était une belle game. Je me suis senti derrière quand même au début de la partie. J'ai réussi à la remonter, tant mieux pour moi. On s'est bien amusé. Donc maintenant, à ce moment-là de la partie, je suis à 2 victoires et 1 défaite, ce qui me permet de me qualifier en top 4. Au niveau des joueurs qualifiés en top 4, il y a donc Rofelos, PL, moi-même et Petit Quick. Et les demi-finales qui auront été annoncées, c'est donc moi contre PL et Petit Quick contre Rofelos. Il faut savoir que PL a perdu contre Rofelos et moi aussi j'ai perdu contre Rofelos. Donc à ce moment de la compétition avec PL, on est là en mode putain, le Rofelos là, il nous a fait tous les deux là, faut qu'on se venge. Donc qu'importe le gagnant là de cette demi-finale, il faut qu'il aille se venger, quoi. Il faut qu'on fasse tomber le Rofelos. On commence même à s'échanger un peu les cartes du deck de Rofelos qu'on a vu, histoire de strater un peu contre lui. Bon, c'était assez rigolo. La première demi-finale se lance, Rofelos contre Petit Quick. C'est Rofelos qui finit par l'emporter. Donc Rofelos attendra l'un de nous deux en finale. Et ensuite, on va donc du coup lancer notre game avec PL. Je vais chercher le moment de notre game. Et on se décrypte ça parce qu'elle était évidemment en table filmée. Voilà. Et c'est parti. Donc je commence avec un tour 1 John Silver.
C'est moi qui ai gagné le toss, donc c'est moi qui prends le play. Encore une fois, je pense que c'est une erreur dans un format qui est lent, qui est mou, qui joue beaucoup par le trade du board, qui joue pas forcément sur l'agressivité, le fait de laisser commencer l'adversaire et d'avoir une carte en plus en main est franchement une stratégie tout à fait entendable. Vu que mon deck a plutôt un aspect contrôle et qui veut aller en late game, j'avais peut-être de bonnes chances de laisser commencer mon adversaire pour gagner la partie. Ici, je redéveloppe ma reine de cœur. C'est vraiment un tour 2 que j'apprécie beaucoup de par le fait qu'elle ait beaucoup de défense. Elle va nous permettre deux choses. Déjà, de faire respecter un petit peu le board, parce que naturellement, elle peut prendre de très bons trades. Et en plus de ça, elle peut l'aurer très facilement parce qu'elle est très difficilement challengeable. Si elle est challengeable en 2 temps. Et si elle est challengeable en 2 temps, eh bien, le deuxième temps va forcément mourir parce que ma reine va être buffée de 3 d'attaque. Donc, je pense que c'est un excellent tour 2 avec Bmax, probablement un des meilleurs. Donc, je suis assez content d'open avec cette reine ici. PL lui fait un open qui est un peu plus mou avec une carte qui génère beaucoup de lore mais qui n'a pas beaucoup d'impact sur le board. En tout cas, ma reine tient bien en respect cette grand-mère Fa. Par contre, il est capable de buffer l'attaque d'un de ses autres personnages et partir à l'aventure avec plus tard. Là, je relis, hein, évidemment, on découvre le set, donc on ne connaît pas toutes les cartes, même si on a fait les reviews spoilers, voilà, les communes, les unco, c'est pas forcément les cartes sur lesquelles on s'est le plus attardé. Ici, je vais prendre mon lore parce que c'est un peu gratuit ici, comme d'habitude, hein, 4 de défense, c'est assez simple à défendre. Il faudrait que spécifiquement PL ici ait une carte rush avec 3 de patates pour venir tuer ma reine. C'est un peu gratuit de prendre ce lore, et je développe Coda, ce qui me place automatiquement comme le joueur offensif ici. Alors désolé pour la cam qui bouge. Donc le Coda, il a pas de texte, il a des stats nuls, mais il or pour 3, tout simplement. Et on lui demandera pas plus à ce bon Coda. Encore une fois, c'est pas une très bonne carte d'early game. Je le joue parce que c'est le seul drop 3 que j'ai en main. Typiquement, ce Mariano Guzman est une bien meilleure carte parce qu'il est 3-4 pour 3, ce qui est hyper fort. Si on a un personnage Madrigal en jeu, il or à +1. Il y a beaucoup de Madrigal, donc c'est vraiment hyper fonctionnel en scellé. Et le fait d'être 3-4 pour 3 ancrable, c'est de très très bonnes stats. Alors, faut pas que ce soit un Madrigal, faut que ce soit Dolores Madrigal spécifiquement. C'est pas très grave, on n'est pas obligé de déclencher son effet pour que la carte soit acceptable. Et ici, moi, je prends le parti pris, je prends le parti où j'ai un parti pris, parce que prendre le parti pris, ça fait 2 fois prendre, et ça n'a pas de sens. Mais je joue notre ami Pascal, qui lui aussi a 3 de l'or. Il est non ancrable, mais il est insaisissable, ce qui du coup va forcément poser quelques problèmes à PL, parce qu'il va avoir du mal à aller le gérer. Par contre, je ne décide ici de ne pas engager mon board, parce que sinon il le trade beaucoup trop facilement. Si j'engage cette reine, il peut prendre 2 de l'or et venir taper avec Mariano Guzman, ce qui est beaucoup trop grave. Donc là, je génère quand même beaucoup de l'or ici pour PL, parce que j'ai 3 de l'or avec Coda, 3 de l'or avec Pascal. Ça peut aller vite. Ça peut aller vite. Alors ici, de mémoire, il va me faire une action qui permet de splitter des dégâts, donc de mettre un dégât à 2 créatures sur mon board, et donc du coup de commencer à les blesser. Je comprends donc forcément qu'il a un chat du Cheshire, qui est une des meilleures cartes du scellé que vous pouvez ouvrir, hein, que l'ami Adibou m'a joué. C'est un 4-3 qui va pouvoir rajouter 2 dégâts à une créature blessée, et donc en splittant les dommages comme ça, PL, il s'offre le choix le tour d'après de pouvoir faire un chat qui va détruire mon Pascal. Et là, malheureusement, moi je ne peux rien y faire. Je vois venir le play, je sais que c'est ce qu'il a envie de mettre en place, mais malheureusement il a l'interaction dans la main. GG à lui. C'est un peu dommage parce que sans ce Pascal, mon board est quand même vachement moins bien. Le Coda est pas du tout bon dans le trade game. J'ai plutôt envie de prendre des lores plus tard avec lui, sinon il se fait trade gratuitement. Et cette reine n'a aucun impact à côté du reste de son board. Et là, je réponds relativement pas trop mal au plan de PL, parce que je trouve mon Tweedledee, Tweedledoom, qui lui va me permettre, quand il s'engage, de récupérer une carte blessée dans ma main.
Et donc ça veut dire que s'il n'a pas le chat dans sa main, eh bien le tour d'après, en engageant mon Tweedle, je pourrais récupérer mon Pascal et le soigner. S'il a le chat dans la main, bon, bah, je le ferai avec Coda. Mais c'est une possibilité qui peut venir contrer un plan qui aurait été assez anticipé de la part de PL. Il aurait pu décider de commencer à blesser Pascal sans avoir le chat dans la main. Donc Tweedledee, Tweedledoom, si vous l'ouvrez aussi, carte hyper forte. Vraiment. Genre, n'hésitez pas à jouer ça dans votre deck. C'est brillant. Bon, là, c'est un peu évident. S'il a le chat, il faut jouer le chat. 5 mana, je tue ton Pascal. Ciao. Et là, ça m'emmerde. Ça m'emmerde parce que avec Tweedledee et Tweedledoom, je pouvais conserver mon Pascal et ça pouvait quasiment me donner la game. Hein, parce que lui, quand tu leur 3-4 fois avec et c'est irrattrapable pour l'adversaire. Donc là, je me retrouve dans un spot qui est un peu chiant, où le board est quand même largement à l'avantage de PL. Il a une 3-4, une 4-3, une 1-1. Il a plein de l'or. Ça buff en attaque en plus. Donc je me retrouve quand même un peu derrière avec une reine qui a vraiment aucune application ici. Donc ce que je décide de faire, c'est un play un peu classique mais un peu sweet. Je vais prendre 3 de l'or avec mon Coda, je vais engager mon Tweedle, je vais prendre 2 de l'or, je vais récupérer mon Coda et je vais le rejouer. Du coup, il ne sera pas blessé. Et surtout, il ne sera pas engagé, donc pas facilement tradable. Et donc là, je décide de partir dans une course. En fait, je sens que le board m'échappe. Je sens que ma main n'arrive pas à tempérer la qualité des cartes que PL me joue. Et donc, je décide de prendre le parti, de passer en dessous, d'adopter une stratégie offensive, qui n'est pas forcément toujours une bonne idée, mais qui, quand tu sens que le trade game n'est pas favorable, eh bien, peut peut-être te permettre d'aller gagner à la course au l'or. Là, j'ancre. Je suis obligé d'ancrer même si j'ai rien à jouer, parce que j'ai pas mal de late game, notamment des drops 6, 7 et 8. Et donc, plutôt que de rester à 5 d'encre et conserver des cartes en main, ce qui peut être une stratégie intéressante, j'ai quand même envie de piocher des cartes un peu gros impact. J'ai beaucoup de late game. On a construit nos decks face à face avec PL, et donc je sais qu'il a moins de cartes de late game que moi. J'ai plus de drops 6, 7 et 8 qui vont sticker et donc potentiellement clore la game. Donc je m'octroie les chances de les piocher et de pouvoir les jouer surtout. Là où je sais que la curve de PL s'arrête plutôt que la mienne avec une moins grosse densité en haut drop. Et donc là, malheureusement, PL a des bonnes interactions avec notamment La vie nous a réunis qui permet de donner rempart à un de ses personnages et piocher une carte de manière gratuite en le chantant avec la grand-mère Fa. Mais ça va permettre de donner rempart à Mariano Guzman, qui est quand même assez gros avec ses cartes de volonté. Il va prendre le trade ici, c'est normal parce que Tweedle c'est hyper fort comme carte. Et il développe un TK avec offensif plus 2, qui est une pile de stats monumentale. Et là, ça me fait effectivement comprendre que je n'ai plus du tout le board et que, eh bien, où j'essaye de le reprendre dans une certaine difficulté, où j'essaye de continuer ma course pour essayer de gagner au lore. La problématique, là, on pourrait croire que j'ai un trade facile sur Grand-Mère Fa, avec notamment ma reine qui en plus aurait été blessée et donc se retrouverait avec beaucoup d'attaques, ça aurait été hyper cool. Malheureusement, le petit Guzman a le rempart, ce qui fait que mon play ne marche pas. Ouais, j'oublie qu'il y a rempart. Non, non, il y a rempart, donc je ne peux pas. Et là, j'ai ce TK en face de moi et je me dis, mais comment je gère ça, quoi? Comment je gère ça? Moi, j'ai pas mes cartes de late game, j'ai pas mes drop 6, mes drop 7, mes drop 8, donc j'ai pas de quoi opposer autant de stats que ce que PL propose. Donc je décide de partir sur un Baymax ici, qui peut peut-être me trouver un Floodborn. J'ai notamment Anna, qui est un Floodborn raisonnable, et je ne trouve pas de Floodborn malheureusement ici. Donc on va bottom toutes les cartes trouvées.
Ce Baymax, il a au moins l'application avec l'effet soutien de pouvoir augmenter la stat d'attaque d'un de mes personnages et donc du coup d'aller prendre des bons trades. Et là, vous avez vu, je suis obligé de passer le tour. Je peux pas engager mon board, sinon il se fait trade trop facilement. Ce qui laisse peut-être à PL l'opportunité de prendre un peu de l'or. On prend du lore avec TK forcément, parce qu'il est 5-6, donc il est un peu protégé de mon board. Et on développe ici un Volt. Volt qui est une bonne carte, Volt qui permet de générer beaucoup de l'or. C'est une carte qui dit que à chaque fois que tu le redresses, eh bien, tu gagnes un éclat de l'or pour chaque autre personnage sans dommage en jeu. Alors, sans de vos personnages à vous, hein, pas sur le board cumulé, mais c'est une carte qui a quand même pas mal d'impact en fait sur le board si on la gère pas. Ça pourrait permettre à PL de générer beaucoup de lore et donc du coup de revenir un peu dans cette course au lore. Vu que j'ai plus le board, je me maintiens dans cette game de par mon avantage en lore, mais si jamais je commence à perdre le lore aussi, il va un peu plus rien se passer quoi. J'ai Anna dans ma main, de ce que je vois, mais Anna, il faut qu'elle parte à l'aventure pour avoir un effet. Donc je peux pas trop compter sur elle, en plus elle coûte 7. Donc on va décider ok, de faire un tour avec Sven. Je vous ai dit que Sven, à la présentation de la decklist, était une carte hyper forte. Ben là, vous allez voir pourquoi. Ça va me permettre, dans le tour, de pouvoir faire un bon trade game, on va dire. Le fait que Sven puisse baisser l'attaque d'un personnage, ça va me permettre du coup de pouvoir attaquer facilement dedans. Donc là, on fait Sven. On a baissé l'attaque de TK, qui tapera plus qu'à 2. On va prendre de l'or avec l'ami Baymax, qui va nous permettre de donner plus 3 d'attaque à un de nos personnages, à notamment la reine. Et ce qui nous permet ici, avec Sven et la reine, de venir attaquer le TK, qui mettra seulement 2 dégâts sur chacune de nos bêtes, mais ça permet du coup de développer l'effet buff de notre reine. Et ça, c'est plutôt très cool. Et là, je pense que je fais la première grosse erreur de cette partie, c'est que je pourrais décider de passer le tour ici. J'ai repris le board convenablement. J'ai géré le T4 PL qui peut-être n'aurait pas dû partir à l'aventure. Peut-être, je ne suis pas sûr. Et je me dis que je vais quand même aller lorer avec ce coda parce que j'ai peur de ne pas en tirer beaucoup plus de value plus tard. Et que là, à 10 de l'or, ça peut être assez pressurisant pour PL de me voir à 13 et lui demander peut-être de surréagir un peu. Et donc je décide de prendre ce coda et d'aller chercher 3 de l'or de plus avec, sachant qu'il va être automatiquement tradé de manière hyper qualitative par le board de PL. Mais je me dis déjà, ça fera paratonnerre, ça protégera d'autres bêtes sur mon board. Ce qui n'est pas forcément un très bon argument, parce que j'ai pas de bêtes hyper puissantes en lore à protéger. Et surtout, ça contrevient à une synergie assez puissante de mon deck, c'est-à-dire la synergie avec l'objet qui permet de donner évasive à une carte de mon board quand j'ancre, et qui pourrait être cumulé avec Coda en late game si je viens à piocher l'objet, pour pouvoir essayer de récupérer du lore tous les tours sans que mon Coda se fasse trader. Et je ne prends pas en compte que je peux piocher cet objet dans un futur plus ou moins proche, qui pourrait peut-être, entre guillemets, valoriser l'espèce de course que j'ai entamée. Donc là, je décide peut-être de jouer un peu en surréaction à ce qui se passe, de prendre ces 3 de l'or avec Coda, et donc du coup, mécaniquement, de le donner. Ce qui, je pense, est une erreur. Même sans savoir que je vais, spoiler, piocher l'objet vert plus tard, et que du coup, j'aurais probablement gagné cette game avec la synergie des 2 cartes, je dois prendre en compte que ça peut arriver, et à ce moment-là, je ne le fais pas. Là, j'ai juste décidé de troquer mon Coda contre 3 de l'or, et honnêtement, c'était pas du tout worse. Je pense que c'est une erreur à ce stade-là de la game, alors que j'étais plutôt devant, je pense, ici, en laissant Skoda derrière. C'est pas hyper facile à estimer, hein. C'est un jeu qui est quand même pas évident, l'Orcana en scellé, parce que c'est beaucoup d'optimisation, de gestion de board, de passage d'avantage d'un joueur à un autre. C'est moi qui fais pas beaucoup de scellé, c'est pas forcément les formats dans lesquels je suis le plus à l'aise. Et donc ici on a malheureusement PL qui trouve une carte hyper puissante parce que c'est un 3-1 rush pour 2 et ça va lui permettre vraiment de prendre tout mon board ici.
Là, il peut aller chercher le Bmax parce qu'il lui a donné plus de d'attaque avec la grand-mère Fa. Il va évidemment aller chercher le coda de manière hyper fonctionnelle, probablement avec Mariano. Et c'est là où Skoda aurait pas dû attaquer. Et là, il a une deuxième carte charge. En fait, pour ses 6 mana, il avait 2 cartes charge dans l'encrap dans la main qui lui permettent du coup de pouvoir venir faire énormément de trades sur mon board en me laissant seulement un Sven. Sven qui a pas beaucoup d'impact maintenant parce qu'il peut plus baisser la force des cartes que je veux challenger. Il peut plus prendre beaucoup de lore et ça lui permet lui par contre d'avoir 4 personnages en jeu dont un Volt qui du coup ne peut pas se faire trader par mon Sven et là il vient littéralement d'exploser un petit peu mon tour alors que si j'avais mon coda dégagé je pense que je me serais senti un petit peu plus à l'aise ici. En gros, un truc qu'on n'a pas vu, dont je viens de me rendre compte là en castant le replay. Alors, personne ne l'a vu sur place, ni PL, ni moi-même, ni même les gens qui étaient à la régie. En gros, le frère Stabbington qui vient challenger ma reine. Donc, on va venir juste avant, juste là. Voilà, en gros, ma reine, elle est blessée, ce qui veut dire qu'elle n'a pas un d'attaque, en fait, elle a 4 d'attaque, parce que c'est sa capacité, quand elle est blessée, elle a 4 d'attaque. Donc du coup, au moment où PL fait ses trades et détruit mon coda, il joue un frère Stagbington, qui a la charge aussi, et qui va venir donc vraiment réduire mon board à néant, parce qu'il va venir détruire ma reine. Sauf qu'ici, cette reine, elle tape pas à 1, elle tape à 4, donc elle aurait dû détruire le frère Stabbington, sauf que sur le moment, on s'en est pas rendu compte, malheureusement. Et je me demandais si ça modifiait du coup mon play de détruire le Volt, et je pense globalement que ça changeait pas mon play ici de faire 7 mana, je tue ton Volt, quand bien même le frère Stabbington devait plus être là. Et donc là, vous allez voir, je vais utiliser 7 mana pour faire mon hors-service, détruire son Volt, et donc passer le tour ici avec un trade de Sven sur la grand-mère Fa, et là, ça repasse à PL. Là, je me retrouve dans une situation où on est un peu à l'équilibre, parce que là, du coup, il n'y a pas énormément ni de lore, ni de board du côté de PL. Mon Sven, ici, va se faire trade par Mariano. Mais derrière, il a quand même pas énormément de présence. Je me dis que maintenant, on est un peu sur une bataille de top deck, et je me sens un peu confiant, parce que je suis revenu un peu de l'enfer, avec notamment TK, Volt et les bonnes séquences que PL a eues. Je me dis maintenant, si on est sur une bataille de top deck, je sais que la densité en drop 6, 7 et 8 de mon deck est un chouïa plus élevée que celle de PL. Et donc ça peut peut-être m'être favorable. Ici, lui, il joue un objet qui lui permet de soigner de 1 de ses personnages en ancrant tous les tours et donc du coup de rajouter un dégât. Ce qui va lui permettre ici de rajouter un dégât à mon Sven et de venir le trade avec le frère Stabbington. Effectivement, là, ce frère Stabbington, il accomplit beaucoup plus que ce qu'il aurait dû accomplir à la base. Parce que du coup il prend double trade et il est même pas mort ici. Ouais, c'est un peu dommage. J'avais qu'à y faire attention, hein. C'est de ma faute, je suis tout autant responsable de l'état du board que mon adversaire. Et donc là, c'est le moment où je trouve le fameux item autour duquel j'aurais dû tourner en ne donnant pas mon coda et en refusant d'avoir accès à mes 13 de l'or, parce que finalement là je reste bloqué à 13, donc ces 3 de l'or, tant que je gagne pas la partie, ils ont aucun impact dans la game, à part avoir donné mon coda pour rien. Et si jamais j'avais pensé à la possibilité de piocher cette spirale d'émeraude, eh bien j'aurais probablement laissé mon coda dégagé jusqu'à trouver ma spirale d'émeraude, qui m'aurait permis ensuite de partir à l'aventure avec mon coda de manière hyper fonctionnelle, parce que je n'avais qu'à ancrer tous les tours, lui donner évasive et commencer à prendre un maximum de l'or. Je développe ensuite l'ami Jafar, ce qui me permet d'avoir potentiellement un personnage qui peut aller prendre quelques trades ou alors générer du lore. Je suis quand même pas très bien, parce que là je suis au top deck et malheureusement les cartes que je vois c'est des items et des drop 3. Il faut que je pioche un truc un peu plus impactant. Ici PL joue un 3-7 qui a la capacité soutien je crois et qui lore pour 2, donc c'est plutôt une bonne carte ici qui vient s'ajouter à son board. Et là, moi, maintenant, je suis un peu dans une situation où j'ai plus le board, donc je peux plus trop jouer le board. Il faut que je joue la course. Est-ce que je joue la course en essayant d'engager le Jafar, ou est-ce que j'essaye, avec ce Jafar, de prendre des trades? Je pense que c'est plus à moi de faire les trades. Je pense qu'il faut que j'aille prendre du lore, mais il faut que j'essaye, en fait, de passer en dessous le board de PL le plus rapidement possible. Et là, je crois que je pioche encore une mauvaise carte. De mémoire, mes 4 dernières draws, c'est Jafar, objet, drop 1 ou 2 et objet. Donc du coup, je crois que je pioche pas hyper fonctionnellement sur la fin.
Ah non, c'est rempart, ouais, c'est ça, c'est un 3-7 pour 2, Alter 5 qui rempart. Donc ouais, je suis juste obligé d'aller prendre du lore ici. Et je décide de jouer. Alors là, voilà, j'avais deux options. Je pouvais donner évasive à Jafar, ou alors je pouvais jouer un personnage de plus qui me permet de générer un de l'or à distance avec un personnage qui, lui, est... dès qu'un de mes adversaires a un personnage épuisé. Et je me dis que plutôt que d'ancrer cette carte pour donner évasive à Jafar, en fait, si je continue à seulement engager mes cartes et que PL continue à seulement engager les siennes et qu'on rentre dans une course, c'est lui qui va gagner la course parce qu'il génère 4 de l'or là où moi je génère 2 de l'or. Et comme il est déjà, je crois, à 9 de l'or, ça le fait gagner, ça le fait arriver à 20 de l'or avant moi. Et donc j'estime que juste ancrer mes cartes pour donner évasive à Jafar est un plan qui fonctionne pas. Tout simplement parce que lui, PL, va avoir le loisir d'engager tout son board plus jouer des cartes. Donc je suis obligé de donner mon Jafar et de jouer mes cartes dans la, en essayant, entre guillemets, de piocher des cartes puissantes. Donc là, je suis à 16 de l'or. Je menace de pouvoir essayer de tuer. PL est à 10, mais il a un meilleur board que moi. Là, il va piocher une carte qui génère pas mal de l'or encore de mémoire, une marraine. Mais j'ai encore mes chances. Je peux encore piocher un truc un peu idiot. Genre un... Qu'est-ce que je peux piocher? Une Anna, un John Silver. Donc là, je me fais trade ici. On a la marraine. La marraine qui vient rajouter un potentiel de l'or. Donc l'APL, il peut engager, passer à 13. Là, pareil, maintenant, il a 5 de l'or et moi seulement 1. Donc du coup, je fais très très mal la course. Et ici, je pioche un item, ce qui, du coup, va finir de m'enterrer dans cette demi-finale. Donc là, on va prendre un. C'est un item. Je vais lui donner évasive. Je mets cet item ici dans mes encres. Et l'APL, il n'a plus qu'à engager son board vers la droite. Hop là, pour 5. Ce qui lui permet de passer à 18. Et il n'y a rien dans mon deck qui peut invalider ce board-là. Et on pioche la petite Suzy, je tends la main et je perds cette game malheureusement. Je pense que malheureusement le frère Staggington a énormément joué parce qu'il a pris 3 trades alors qu'il aurait dû en prendre qu'un seul. Mais mon erreur de ne pas avoir gardé Coda est aussi une erreur que je paye cash derrière. Donc c'est pas la game la plus intéressante, mais en tout cas c'est la game qu'on a eu à jouer. Ce qui fait que maintenant PL va pouvoir rejoindre Rof en grande finale et venger le duo de la chaîne Valet-PL, parce que Rof, il faut savoir que dans les rondes, nous a battus tous les deux. Et je ne vous spoilerai pas l'issue de cette finale-là, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en termes de création de contenu, c'était de la très très belle finale. Donc n'hésitez pas à aller voir cette finale-là, parce qu'elle est hyper cool. Ça a créé du contenu, ça a fait du beau jeu, c'était du très très beau Lorcana. Vous avez 2 supports pour aller regarder cette finale, directement sur le Twitch jclorcana.fr ou alors directement sur YouTube sur la chaîne Ravensburger France TCG. Je vous mettrai les liens dans la description de cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas si vous voulez même regarder les autres games de ce tournoi. Moi, je voulais surtout prendre le temps de vous décrypter toute mon expérience de ce tournoi-là, comment je l'ai vécu, comment j'ai monté mon pool, pourquoi c'était sympathique et revenir un petit peu sur mes différents gameplays. J'espère pour YouTube que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager dans l'espace commentaire pour me dire un petit peu ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, je vous dis à très très bientôt pour toujours plus de contenu. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde!